Jeanne Benhammer est romancière, mais vous avez été aussi professeur de lettres, ce qui peut avoir son intérêt ici au cours de la matinée. Vous écrivez pour les adultes, mais aussi pour la jeunesse, même si cette frontière du coup jeunesse-adulte est peut-être plus poreuse qu'on ne l'imagine. D'ailleurs, je crois que vous avez fait en sorte que un ouvrage que vous avez écrit pour les adultes soit ensuite disponible pour la jeunesse. Donc vous êtes, voilà, d'accord, et inversement, encore plus intéressant. Donc vous êtes édité, comme je le disais, chez Actes Sud, mais aussi chez De Noël. Vos ouvrages sont disponibles en folio ou en babel pour certains. Que vous inspirent, Jeanne, nos débats et nos réflexions? Beaucoup d'intérêt, et puis beaucoup de joie à avoir autant de gens présents pour porter la lecture. Ça, c'est dans le portrait que vous avez fait. Il y a juste une chose que je voudrais rajouter, c'est que je suis une lectrice. Et c'est très important aussi. Alors, j'ai essayé de jouer mon rôle de grand témoin, c'est-à-dire que je n'avais rien préparé à l'avance, j'ai écouté. Et à partir de là, j'ai essayé de construire quelque chose un petit peu que je pourrais apporter. Il y a un mot que je n'ai pas entendu ce matin, c'est le mot émotion. Or, je pense que vraiment, s'il y a quelque chose de difficile et de passionnant dans l'acte de lire, c'est lié à l'émotion. Et c'est sûrement autour de ça qu'on a autant de mal, et je vais essayer d'avancer un petit peu là-dessus. L'émotion, c'est le premier sens du terme, movere en latin, c'est quand même bouger à l'intérieur. Quand on lit, si on n'est pas bougé à l'intérieur, s'il n'y a pas un mouvement qui se produit à l'intérieur de nous et qui va faire le mouvement de la main qui va tourner la page, il ne se passe pas grand-chose. Et on a envie de poser le livre. Quant au plaisir, n'en parlons même pas. Il n'y en a pas. Donc moi, l'émotion, ça me paraît être un point extrêmement important et c'est un point difficile. C'est-à-dire que c'est vraiment le point de rupture pour moi entre savoir et connaissance. Ce matin, j'ai entendu parler beaucoup de savoir. On a parlé de l'école, on a parlé de maîtrise de la langue. Quand j'étais enseignante, je me suis rendu compte qu'il y avait une confusion terrible en cours de français entre le savoir et la connaissance, entre la maîtrise de la langue et la création. Par exemple, on demande à des enfants d'écrire leurs impressions, leurs sentiments, et après on va noter. Quand vous avez fait l'expérience, et vous l'avez tous faite, moi aussi, moi je me suis très vite rendu compte que j'allais donner ce qu'on me demandait, maîtrise de la langue, on y va, mais que mes émotions, mes sentiments, j'allais me les garder, parce que je n'avais pas la moindre envie qu'on les note. Donc il y a cette confusion dans le système scolaire qui perdure, mais qui a tendance quand même à s'interroger. Quand j'étais enseignante, j'ai divisé les choses. Il y avait des exercices de maîtrise de la langue, ou par exemple l'ironie contenue dans le texte de Victor Hugo, et les phrases complexes, etc. On avait travaillé tout ça, on allait utiliser, il y avait une grille et il y avait des notes. Et puis à côté de ça, il y avait l'atelier d'écriture, qui était un véritable chantier que jamais je n'aurais noté. Par contre, je faisais des lettres à mes élèves pour leur parler de ce qu'ils avaient écrit, de l'émotion éventuelle que le lecteur pouvait ressentir ou pas. Donc j'ai fait ces différences. Et en lecture, j'avais des tables de livres dans ma classe et les élèves pouvaient se lever tout le temps et aller chercher un livre et ne pas écouter ma sacro-sainte parole parce que ce n'était pas forcément le moment, mais que par contre, voilà, ils pouvaient s'en aller dans la lecture. Donc ça, c'est pour vous indiquer un peu cette différence entre savoir et connaissance, elle est très importante. La connaissance va mettre en jeu l'émotion. On peut s'emparer d'un savoir sans mettre en jeu notre émotion. C'est un acte intellectuel. Pour entrer dans la connaissance, on a forcément une part de soi qui va être sollicitée. Il s'agit de naître avec. Et ça va forcément mettre en jeu
quelque chose à l'intérieur de nous, c'est l'émotion. Il y a un risque. Il y a un risque à engager l'émotion de quelqu'un. Quand vous faites la lecture à des enfants, vous prenez ce risque. Et je trouve que c'est un risque magnifique, c'est un risque fertile, et il faut le prendre, ce risque-là. Mais il faut savoir que c'est un risque, qu'on n'est pas là seulement pour que les enfants apprennent à comprendre ce qui est dit dans le texte. Quelquefois, un mot, un seul, peut vous faire partir très très loin à l'intérieur de vous-même, et vous êtes en train d'entrer sur un territoire qui est le vôtre, et c'est ce que la lecture peut apporter de plus extraordinaire. Puis vous retournez au texte, et si vous avez raté quelques phrases, ça n'a aucune importance. C'est tout votre être qui est en jeu. Ensuite, peut-être, est-ce que vous retournerez au livre pour le regarder à nouveau, ou peut-être pas. Et alors? On lit pourquoi? C'est quoi la visée de lire un texte? Si j'essaie de me rappeler quand j'étais jeune, il y a longtemps, si j'essaie de me rappeler, qu'est-ce qui a fait mon attachement au texte? C'est que je me suis reconnue. J'ai reconnu mes émotions dans certains textes, apportés par l'école, par exemple. Il y a eu pour moi une rencontre forte avec des émotions que j'éprouvais, auxquelles je ne pouvais pas donner de nom. Moi, j'étais dans une famille qui ne lisait pas, mais qui ne parlait pas non plus. Donc, tout ça était très silencieux. Et de temps en temps, il y avait des cris. Bon, on avait le silence et le cri, mais le mot pas trop. J'ai trouvé dans les mots des autres, dans les mots des écrivains, dans leur objet d'écriture, j'ai trouvé les mots. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu nommer mes propres émotions, les vivre, les reconnaître. Donc me donner le droit de les vivre en me disant, bon, ben, je ne suis pas folle, quoi. On peut éprouver. Et on éprouve dans les livres ce que dans la vie, on n'a pas forcément envie d'éprouver. Quand vous avez des enfants qui vous demandent de relire pour la énième fois le livre qui leur fait horriblement peur, ils adorent, vous le savez ça, ils adorent ressentir cette peur, savoir que arrive le danger, etc., etc. Mais ils aiment beaucoup ça parce qu'ils sont en sécurité avec vous. Ou pour ceux qui lisent à la maison, ils sont en sécurité dans leur chambre en train de lire. Et là, on peut se permettre d'éprouver une émotion humaine qu'en tant que jeune être humain, on sait bien que ça existe. On est tenté par l'éprouver, mais on n'a pas envie de l'éprouver dans sa vie. Les livres sont faits pour ça. Les livres sont faits pour ça. Ils sont faits pour multiplier nos vies. Et si on lit autant les uns et les autres, c'est parce qu'on a tout le temps besoin d'aller éprouver, et donc c'est tout le travail de l'écrivain de nous permettre d'éprouver. C'est pour ça qu'effectivement, entre littérature dite jeunesse et littérature, je ne sais pas comment il faudrait dire, dite vieillesse, il n'y a pas de middle age, hein, il n'y en a pas, le travail est le même. Le travail d'écriture, c'est le travail du mot, c'est le comment, par les mots, on va ouvrir quelque chose qui va permettre à l'émotion de quelqu'un d'avoir lieu. Et l'émotion, ça n'est pas rien. Ça n'est pas un acte intellectuel, mais ça y mène. Et ça, j'y tiens énormément. On fait trop la séparation entre l'intellect et ce qui serait de l'ordre de la sensibilité et de l'émotion. C'est parce qu'on a été ému que notre capacité imaginaire va se mettre en route. Et c'est là-dessus que va s'articuler la réflexion. Dans un bon roman, vous pouvez pleurer, vous pouvez rire, vous pouvez avoir des images dans votre tête, un cinéma intérieur extraordinaire, et vous réfléchissez. Pour moi, un bon roman, c'est ça. Toutes les capacités humaines ont été mises en route. Et l'émotion est quand même la première. Je voudrais parler aussi de la capacité visionnaire que nous avons et qu'on met en route par la lecture. Aujourd'hui, nous sommes, vous le savez aussi bien que moi, nous sommes devenus des spectateurs. Hélas.
Nous sommes spectateurs d'images qui nous arrivent du monde, de photographies, de guerres. Il y a une photo dernièrement qui a fait le tour, cette photo d'enfants morts, etc. Nous sommes otages de ces représentations du monde qui nous arrivent sans que nous les sollicitions et devant lesquelles nous sommes impuissants. Mais c'est ainsi que va le monde et donc nous sommes face à ça. Quand nous lisons, c'est autre chose qui est en jeu. Quand nous lisons, nous avons des images qui se forment, mais ces images, c'est notre imaginaire qui les met en route. C'est donc une autre capacité, c'est la capacité visionnaire. Ça nous appartient, et ça appartient à n'importe quel enfant. C'est à l'intérieur de lui. C'est très important de pouvoir lire ou écouter une lecture et de n'en rien dire, et de ne pas parler après, et simplement d'être avec sa capacité visionnaire. Je me rappelle une jeune fille qui, j'étais dans un collège, mon dernier poste c'était à Bobigny, par choix, parce que j'aimais bien travailler et expérimenter aussi des choses dans les zones où justement les familles ne lisaient pas, etc., etc. Et cette jeune fille lisait. Elle se jetait sur les livres, elle gardait son blouson. Alors au début, je lui disais, tu peux enlever ton blouson, il fait chaud. Et puis je me suis rendu compte qu'elle avait besoin de ça. Donc c'est son corps, elle en fait ce qu'elle veut. Hein. Elle gardait son blouson et elle lisait. Et comme elle lisait beaucoup pendant mon cours, je lui ai dit, c'est moi qui apportais les livres, je lui ai dit, mais emporte-le ce livre, t'es bien parti, lis-le. Et alors, elle l'a repoussé, mais alors de façon drastique, en me disant non, non, non. Et je lui ai dit, je me suis dit, peut-être il y a des petits frères, des petites sœurs, elle a peur de l'abîmer. Je lui ai dit, mais ça n'a aucune importance, prends-le et rapporte-le quand tu veux. Et elle m'a répondu cette phrase assez extraordinaire, ah non, 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 moi je lis pas toute seule. Ça, c'était pour moi une zone de réflexion qui s'ouvrait. On projette toujours, hein. Je ne suis pas exempte de projection. Moi, j'aime bien lire toute seule, tranquille. Et donc, forcément, j'imaginais que, ben voilà, tout le monde aime bien lire tout seul, tranquille. Pas du tout. Elle avait besoin du corps des autres, présent, de ce que c'est qu'un groupe, une respiration, des petits bruits, des choses rassurantes. Sans doute aussi mon propre corps, ma voix, dans la classe. Des choses qui la rassuraient et qui lui permettaient, elle, justement, d'aller affronter des émotions extrêmement fortes que le livre allait provoquer. Et elle avait besoin de ça et qu'on ne lui pose pas de questions après. Donc c'était ce que je faisais. Et donc je pense que quand vous allez proposer des lectures, c'est tellement important que vous soyez un être humain bien vivant, présent, votre corps est présent, et c'est avec ça qu'on peut se permettre d'aller très loin. Parce que votre corps, votre voix rassure les enfants qui sont là et leur permettent d'aller vers les émotions, d'aller vers les images dont ils sont porteurs et dont ils ne savent même pas qu'ils sont porteurs. Et parfois, ces images peuvent être terrifiantes. Mais il ne faut pas en avoir peur pour autant. C'est ainsi que l'être humain est fait. Et quand on arrive effectivement à lire, à entrer dans ce qu'est véritablement l'acte de lecture, c'est une entrée extraordinaire dans le monde des humains. Parce qu'on va jusqu'au plus profond de soi et en même temps on se sent semblable. On est entré en empathie avec un personnage qui peut-être n'a pas du tout notre âge, vit de façon totalement différente, dans une toute autre partie du monde. Mais pour autant, on a été cette personne-là, le temps de la lecture. Ça, c'est une capacité humaine extraordinaire. Et c'est un acte civilisateur. Ça fait de nous des êtres qui peuvent être, nous pouvons être en empathie avec nos semblables. C'est un acte politique au sens premier du terme, basique, vivre avec les autres. Donc voilà, moi j'avais envie d'ouvrir un petit peu ce champ-là
Et je trouve que c'est extraordinaire que des gens prennent du temps de leur vie pour aller lire à d'autres. Et ça, c'est... Voilà un acte civilisateur. Donc, je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne Benhammer. Donc je rappelle qu'on peut vous retrouver dans nos librairies préférées pour cet ouvrage Otages intimes et pour tous les autres, et donc dans un entretien à paraître dans la revue des livres pour enfants. Et puisque vous parliez d'émotion, je pense que pour les bénévoles aussi, cette question de l'émotion, elle est très importante, bien sûr, c'est certain. Merci beaucoup.